Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'émission Déco Vitesse, votre rendez-vous automobile 100% écologique. Aujourd'hui, nous avons décidé de répondre à une problématique actuelle qui concerne notre environnement et dont les réponses sont plutôt mitigées. Le moteur automobile électrique est-il vraiment moins polluant que le moteur thermique ? Pour ce reportage, Sixte Paris, Romain Recoura et moi-même nous sommes donné rendez-vous sur le terrain afin d'enquêter auprès de spécialistes du domaine de l'automobile. Sans plus tarder, voici le sommaire. Pour commencer notre reportage, Romain vous parlera du moteur automobile thermique. Pour ma part, je vous emmènerai ensuite découvrir le véhicule électrique en plein cœur du quartier d'affaires de La Défense. Nous nous rendrons ensuite chez Repoussage et Industrie, une entreprise spécialisée dans le travail des métaux. Le directeur de la société, Frédéric, nous donnera des informations concernant les matériaux utilisés pour la fabrication de véhicules thermiques et électriques. Pour finir, nous conclurons à propos des solutions répondant à notre problématique. Et donc derrière moi se trouve une voiture à moteur thermique. Nous allons voir tout de suite comment elle fonctionne et quels sont ses méfaits pour l'environnement. Pour commencer, je vous emmène dans le cœur d'une automobile thermique, le moteur à combustion. Il est bon de rappeler l'essentiel quant au fonctionnement du moteur thermique. Tout d'abord, lorsque nous mettons le contact avec la clé, une étincelle se produit dans le démarreur du moteur à côté des vilebrequins qui permet le démarrage du moteur et l'entraînement des vilebrequins. Pour faire tourner les roues, il y a un élément du moteur que l'on appelle l'injecteur qui va projeter du carburant dans les chambres de combustion. Pour complètement fonctionner, il faut bien évidemment que les soupapes d'admission s'ouvrent. Ensuite, le mouvement des vilebrequins permet à des pistons de compresser le carburant, ce qui va produire une explosion due à la réaction de diesel ou essence avec du dioxygène. Cette réaction est exothermique et libère donc de l'énergie, ce qui va augmenter la température, ainsi que la pression dans les chambres de combustion. Ce processus va faire redescendre les pistons et cela s'effectue dans tous les cylindres du moteur. Concrètement, plus on appuie sur la pédale d'accélération, plus la quantité de carburant injecté dans les chambres de combustion est importante, plus les explosions sont puissantes et les mouvements des pistons sont donc plus rapides, plus les roues qui sont entraînées tourneront vite. Cette réaction chimique dans les chambres de combustion est à l'origine de la production de dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre qui est, en partie, responsable du réchauffement climatique. Cette réaction produit également du dioxyde d'azote, responsable de la pollution de l'air et de certaines maladies pulmonaires. Un rapport publié par le comité des constructeurs français d'automobiles datant de 2014 nous dit que le taux moyen d'émission de CO2 des voitures neuves vendues en France est descendu à 115 grammes par kilomètre au cours des 5 premiers mois de cette même année, en baisse de 2,3% par rapport à la même période de l'année 2013. Mais vous allez voir que cette baisse ne s'explique pas forcément grâce à la vente de véhicules électriques. Et maintenant, je vous emmène en plein cœur de La Défense pour vous faire découvrir la star des véhicules électriques luxueux sur le marché, la Tesla Model S. Vincent Fournier, loueur de voitures électriques haut de gamme, nous donne quelques infos à propos de ce type de véhicule. Mais avant de se rendre au nord-ouest de Paris, nous vous donnons quelques infos concernant le véhicule électrique. Ce dernier n'a pas d'embrayage ni de boîte de vitesse. La conception d'une voiture électrique repose autour d'une batterie, d'un moteur et d'un ordinateur. Les batteries servent bien entendu à emmagasiner l'énergie électrique. Ces dernières peuvent être au nickel, au plomb, mais sont en grande majorité au lithium, matériau extrait principalement des lacs salés d'Amérique latine. Cette batterie au lithium, contrairement à ses concurrentes au plomb ou nickel, dispose d'une autonomie bien supérieure qui oscille entre 200 et 600 km suivant les modèles et suivant votre manière de conduire. Aujourd'hui, on privilégie, je crois, le lithium pour ses pouvoirs, tout simplement parce qu'on peut recharger plus de fois, parce qu'on peut avoir plus d'autonomie grâce au lithium. Comme cité précédemment, la voiture électrique ne possède pas de boîte de vitesse et ses accélérations et freinages sont donc très linéaires. Le rechargement d'une batterie de voiture électrique, comme celle de la Tesla Model S, s'effectue en moins d'1 heure sur une borne de recharge rapide que vous trouverez en ville ou dans votre garage si vous en possédez, et jusqu'à 10 heures sur une prise domestique, ce qui est probablement un des gros inconvénients de ce type de véhicule. De plus, même si le développement des bornes de recharge rapide en ville s'accélère dans notre pays, prévoir un long trajet à travers la France s'annonce plutôt compliqué. Et sachez qu'il n'existe pas plus de 500 bornes de recharge rapide dans notre pays. Sachez que le véhicule électrique embarque un moteur à courant continu qui se compose d'un rotor, d'un stator et d'un collecteur. Au niveau technique, le moteur électrique est beaucoup plus simple que le moteur thermique quant à son fonctionnement. En effet, une fois que la batterie est chargée, l'énergie électrique sera convertie en énergie mécanique capable de faire avancer la voiture.
Lorsque vous appuyez sur la pédale de droite, l'ordinateur de l'auto sollicitera les batteries pour utiliser plus d'électricité et faire rouler le véhicule plus rapidement. Ces voitures sont également équipées d'une fonction assurant la récupération d'énergie en roue libre. Concrètement, lorsque vous ne sollicitez pas les batteries, l'énergie cinétique du véhicule sera convertie en électricité, rechargeant les batteries. Maintenant que vous savez tout à propos des véhicules électriques, embarquons à bord de la fameuse Tesla Model S, une auto luxueuse exceptionnelle, capable de vous propulser à 100 km/h en 3 secondes pour certaines versions, et croyez-moi, les sensations sont au rendez-vous et vous en avez mal à la nuque. J'ai interviewé Vincent qui nous présente les avantages d'un véhicule électrique. Bonjour Monsieur Fournier, vous êtes fondateur de la société Blue Wheels qui loue des véhicules haut de gamme électriques. Je vais vous poser une question. Quel est l'avantage de posséder un véhicule électrique par rapport au véhicule thermique ? Les avantages, il y en a beaucoup, la liste est longue, mais il ne faut pas oublier le premier, c'est quand même le plaisir. Quand on s'est lancé dans cette aventure de fonder la première société qui louait des voitures électriques haut de gamme, ce qui a été le déclencheur, ça a été essayer les voitures. Et en effet, ce sont des voitures avec lesquelles on a beaucoup de plaisir. On ne va jamais à la pompe à essence, le silence, donc ce sont des voitures très silencieuses, très confortables. Ce sont des voitures qui sont très simples de conception. Un moteur électrique et un moteur simple qui est très très fiable. Il n'y a aucun sujet de fiabilité sur les moteurs électriques, qui est sans entretien. Alors au niveau de l'environnement, donc ce sont des voitures qui en effet ne rejettent aucun déchet lorsqu'elles roulent. Véhicule thermique ou électrique d'après vous, lequel pollue le plus ? Forcément, le véhicule thermique pollue plus que le véhicule électrique. D'après ce que nous venons d'entendre, le véhicule électrique est propre. Mais en quoi pollue-t-il ? En fait, il y a 2 facteurs majeurs en raison desquels les véhicules électriques peuvent être considérés comme polluants. Effectivement. Premièrement, l'extraction du lithium, effectuée en grande partie dans les lacs salés, est extrêmement dommageable pour l'environnement puisqu'il s'agit d'une ressource très rare. A l'inverse, le moteur thermique réalisé en aluminium est très souvent à partir d'un alliage de silicium et d'aluminium, un alliage appelé Alpax. Pour en savoir plus sur ces métaux, je vous propose de venir avec nous dans l'entreprise de Frédéric à Chennevières-sur-Marne. Donc bienvenue chez Repoussage et Industrie, Une entreprise spécialisée dans la fabrication de pièces métalliques pour l'industrie. L'entreprise Repoussage et Industrie utilise beaucoup d'aluminium pour réaliser de nombreuses pièces métalliques comme, par exemple, ces bouchons de bouteilles d'air liquide. Dans l'automobile, l'aluminium est de plus en plus utilisé et l'acier perd sa place faute à sa masse volumique assez importante. Frédéric nous donne quelques infos à propos de l'aluminium. Donc on l'extrait à partir de la bauxite, de minerai de bauxite. Et puis il est raffiné, et donc ce sont des pays plutôt développés qui extraient, qui raffinent l'aluminium, et l'aluminium est ensuite vendu. Donc moi j'en utilise pour faire beaucoup de pièces, et dans l'automobile on l'utilise en fonderie, pour les moteurs, pour les boîtes de vitesse, pour tout un tas de choses, même maintenant pour des carrosseries, pour des questions de poids. Voilà. Et qu'en est-il du lithium ? Nous savons aujourd'hui que la fabrication d'un véhicule électrique émet 2 fois plus de dioxyde de carbone que la fabrication d'une voiture à moteur thermique. L'extraction de lithium, utilisée pour les batteries, s'effectue principalement dans les lacs salés d'Amérique latine. Néanmoins, leurs ressources en ce matériau pourraient bientôt être épuisées. Alors le lithium déjà est extrait dans des pays plutôt du tiers-monde, donc par des multinationales, et qui n'ont, à mon avis, beaucoup moins à faire des problèmes environnementaux que pour extraire l'aluminium. Vous l'aurez compris, en ce qui concerne l'extraction de ces métaux, celle de l'aluminium est très peu dommageable pour l'environnement, contrairement à l'extraction du lithium. Nous en venons au second problème concernant les batteries au lithium des véhicules électriques, leur recyclage. Didier Laurent, ancien rédacteur en chef du magazine automobile L'Argus, ayant suivi un cursus d'ingénieur, est bien placé pour nous parler du processus de recyclage des batteries automobiles.
Le recyclage des batteries, tout dépend d'abord des matériaux qui étaient employés pour les construire, puisqu'il y a différents types de batteries, donc lithium, le plomb, etc., le nickel, et donc effectivement, il y a des spécificités. Alors on commence par les casser, bien sûr, puisqu'il faut isoler tous les composants des batteries, les cellules, mais aussi le plastique, et éventuellement les métaux qui ont été utilisés, plus ou moins rares d'ailleurs, pour constituer les batteries. Donc après, chacun son métier, une partie plastique, une partie métaux, et puis les matériaux repartent dans les cycles où il est possible de les réutiliser. Et revenons maintenant vers Frédéric, qui nous compare le recyclage de l'aluminium et celui du lithium. À la fin de la vie de la voiture, lorsqu'on recycle le véhicule, donc l'aluminium est extrêmement réemployé, donc on a des aluminiums de 2e, 3e, 4e fusion dans l'automobile, il est réutilisé, et le lithium est extrêmement compliqué à recycler en fait. Il y a en plus des risques d'explosion qui sont assez élevés. Donc par rapport à l'aluminium, pour moi, il n'y a pas photo entre, si on fait une analyse du cycle de vie, donc c'est-à-dire en fait on regarde l'impact environnemental du métal depuis l'extraction jusqu'à la fin du recyclage, les deux ACV montreront que l'aluminium est nettement meilleur. De plus, le véhicule électrique possède énormément de composants électroniques fabriqués à l'aide de platine, un métal extrait dans des conditions humaines et écologiques lamentables. 75%. C'est la part du nucléaire dans la production d'électricité en France. Contrairement aux idées fausses, la filière nucléaire émet du CO2 lié au cycle de vie des réacteurs et de leur combustible. En outre, l'industrie nucléaire génère des déchets radioactifs qui pourraient présenter, dans quelques années, une réelle menace pour la planète. Pas vraiment écolo ces systèmes lorsque l'on sait que le reste de la production électrique en France est réalisé par les centrales au fioul ou au charbon. Seulement 18% d'électricité française est produite grâce aux énergies renouvelables. Sachant qu'un véhicule électrique se recharge pleinement en environ 10 heures sur une prise de courant domestique, le bilan est plutôt dommageable pour notre environnement. Mais alors, quelles sont les solutions pour réduire la pollution due à l'automobile ? Concernant les véhicules à moteur thermique, les ingénieurs se sont penchés vers le downsizing, une solution que nous décrypte Laurent Dupin, journaliste automobile en Formule 1 pour Canal+. Alors, le downsizing, en fait, il s'agit de réduire la cylindrée des moteurs tout en tentant de conserver finalement la puissance. Donc le but, c'est de moins consommer, donc moins polluer, et pour garder la puissance, on rajoute un turbo. Et c'est donc une méthode qui va un peu à l'encontre de tout ce qu'on a toujours fait en automobile, où on a toujours voulu faire plus gros, plus puissant, avoir des moteurs V8, V10, V12, enfin, ça a toujours fait rêver de grossir les moteurs, d'avoir quelque chose de très musclé, mais qui finalement est aujourd'hui à contre-courant par rapport à l'opinion publique, par rapport à tout le monde, par rapport à la pollution et aux considérations environnementales. Donc on fait des moteurs plus petits, moins polluants, et on ajoute un turbo pour tenter de garder le même niveau de performance tout en réduisant les émissions. En compétition automobile également, on a ce phénomène de downsizing. Par exemple, en Formule 1, qui est le summum du sport automobile, on a eu depuis 2014 une véritable révolution avec des nouveaux moteurs turbo hybrides. Alors il s'agit seulement de V6 d'1,6 litre. Et c'est incroyable quand on se rappelle qu'au début des années 2000, on avait des moteurs V10 de 3 litres de cylindrée. En 2006, on avait déjà réduit en passant à des V8 de 2,4 litres. Et donc là, on est passé à des V6. Cette évolution récente permet au sport automobile de se donner une image un peu propre, d'être raccord avec tout ce qui se fait aujourd'hui dans notre société et dans les véhicules de tous les jours qui sont de plus en plus propres. Alors, le turbo, c'est une pièce finalement qui s'ajoute au moteur traditionnel, qui permet de compresser l'air au moyen d'une turbine principalement, si on schématise. Et en compressant l'air, on lui donne finalement plus de force, on a besoin de moins de carburant pour donner de l'énergie au moteur. Puisqu'en fait, comment ça fonctionne un moteur thermique? C'est un mélange d'air et d'essence. Il y a eu une explosion, et c'est en explosant finalement que le carburant génère de l'énergie, génère aussi des émissions avec du coup par exemple de la fumée qui sort des pots d'échappement. Et en fait en mettant de l'air compressé, ça permet de garder de l'énergie tout en réduisant l'ajout et l'arrivée d'essence en quelque sorte. Pour les véhicules électriques, les marques se dirigeraient vers d'autres matériaux utilisés pour leurs batteries.
Demain, il y aura certainement des matériaux de substitution, je pense notamment au graphène, qui est un nouveau matériau qu'on est en train de maîtriser, et il se pourrait que le graphène vienne supporter, voire dans certains cas remplacer le lithium, et dans ce cas-là, on verra de quelle manière on peut continuer d'avancer et à gagner en autonomie et à gagner en nombre de cycles de recharge. L'alternative à ces deux types de véhicules pourrait être la voiture à hydrogène. Sachez d'ailleurs que le constructeur automobile japonais Toyota a récemment commercialisé un modèle fonctionnant à l'hydrogène gazeux. Il s'agit de la Toyota Mirai. Pour obtenir de l'hydrogène, on utilise de l'eau ou du méthane par exemple. En effet, la formule chimique de la molécule d'eau est H2O, comportant donc de l'hydrogène et de l'oxygène. Grâce à beaucoup d'énergie, on sépare les atomes d'hydrogène et les atomes d'oxygène. Ensuite, il suffit de récupérer uniquement l'hydrogène. Idem pour le méthane, la formule de la molécule de méthane est CH4. Dans ce cas, on sépare les atomes de carbone des atomes d'hydrogène pour récupérer uniquement l'hydrogène. Le principe de fonctionnement du véhicule à hydrogène est très simple, puisque cela s'apparente à la voiture électrique. L'hydrogène est stocké sous une pression de 700 bars à l'intérieur de deux réservoirs pour la Toyota Mirai. Traversant une pile à combustible, l'hydrogène va rentrer en contact avec l'oxygène, provoquant une réaction chimique à l'origine de la production d'électricité. L'électricité sera convertie en énergie mécanique capable de faire avancer le véhicule. Il est vrai qu'embarquer de l'hydrogène à bord de sa voiture n'est pas vraiment rassurant, mais les deux réservoirs de la Toyota Mirai ont été conçus pour résister à une pression plus de 2 fois supérieure à celle qu'ils doivent supporter. Ces réservoirs ont été soumis à des tests d'incendie et de collision particulièrement sévères. Et en France, vous ne trouverez qu'une seule pompe à hydrogène. La Toyota Mirai sera commercialisée dans notre pays l'année prochaine. Alors, vous l'aurez compris, véhicule électrique ou thermique, il n'y a pas vraiment un plus propre que l'autre. Cependant, la voiture électrique reste la meilleure solution, même si, à long terme, cette option pourrait s'avérer extrêmement dommageable pour l'environnement. De plus, comme vous l'avez constaté, les progrès réalisés sur les moteurs thermiques ne cessent d'être de plus en plus importants et engendrent une émission de CO2 de plus en plus faible. Merci à vous d'avoir visionné ce reportage d'Ecovitesse et n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux.